Donc, Fabienne Germont, je vais vous parler du Clubhouse Vécu de l'intérieur. J'ai 48 ans, je suis salariée en entreprise depuis 22 ans et je suis membre du Clubhouse Paris depuis 2 ans, depuis juillet 2012. Entre 2007 et 2011, j'ai traversé une période très difficile et très douloureuse sur les plans personnels et professionnels. En résumé, j'ai traversé un burn-out en 2007. J'ai eu un cancer en 2008, c'est un lymphome hodgkinien. Et pour couronner le tout, une dépression lente et longue et sévère de 2009 à 2011, sur 3 ans. En septembre 2011, j'ai été mise en arrêt maladie pour une longue durée sur préconisation de différents intervenants, la médecine du travail, mon entreprise et mon médecin traitant. J'étais arrivée au fond du trou, au bout du rouleau, et dans un état de total épuisement psychique et physique. J'ai alors été prise en charge par la mission handicap de mon entreprise, qui m'a fait bénéficier d'un dispositif de maintien dans l'emploi. Dans un premier temps, un cabinet conseil d'aide aux personnes en vulnérabilité psychique, j'aime bien ce terme vulnérabilité, m'a aidé à me repositionner sur le plan professionnel avec une approche prenant en compte mon état de santé et mon profond désarroi. Donc il y a eu une phase de diagnostic et de test pendant 3 mois, puis la reconstruction d'un projet professionnel pour assurer un maintien et un retour en emploi, les mois qui ont suivi. Cette étape, avec ce cabinet conseil, a été la première étape, le premier étage de ma reconstruction personnelle. Pendant cette période, la mission handicap de mon entreprise m'a aussi parlé du Clubhouse. Alors au début, pour tout dire, je n'ai pas bien compris le concept. Déjà, le mot me paraissait fort étrange. J'associais ça à des choses qui n'avaient rien à voir, le Rotary Club, Country Club, un genre de lieu où se retrouvent des gens très bien sous tout rapport, mais dans une oisiveté totale, et je ne voyais vraiment pas ce que ça pouvait m'apporter. Enfin, ça me paraissait assez fumeux et complètement ésotérique. En plus, le concept venant des États-Unis, étant d'origine américaine, les préjugés franco-français ont vite surgi dans mon esprit. N'est-ce pas un peu religieux, voire un peu sectaire, dans une optique de manipulation mentale à la clé, voilà. Je caricature un peu, mais enfin bon, il y avait un peu de ça. Mais bon, élève docile, j'ai suivi les consignes. Je suis allée à une porte ouverte organisée par le Clubhouse en avril 2012. J'ai alors découvert le lieu, un open space, très sympathique, au cœur de Paris. Mais je suis restée très perplexe et intriguée par la place centrale occupée par une cuisine magnifique, digne d'un marchand de catalogue, digne d'un catalogue de marchand de mobilier. Et je suis repartie de cette porte ouverte assez intriguée et toujours très perplexe. Ceci dit, à l'approche de l'été 2012, 3 mois après, anticipant une période de désœuvrement, je me suis de nouveau manifestée et cette fois j'ai été conviée à une journée candidat. Nous étions près d'une dizaine de candidats intéressés pour intégrer le club et réunir autour d'une table associant des salariés et des personnes qui étaient déjà membres du club. Et là, s'est produit le déclic. Chacun exposant ses difficultés, ses souffrances, mais surtout ses envies de s'en sortir et de retrouver un cours dans sa vie, je me suis retrouvée parmi les miens. Quelques jours après, j'ai participé à une journée découverte, donc là c'était toute la journée, une immersion complète dans une journée du club. Je suis revenue les jours suivants et au bout de quelques semaines, je suis devenue véritablement membre du club, y venant le plus souvent possible. Alors, qu'est-ce que ça m'a apporté, le club? En quoi ça m'a reconstruit? Parce que je me suis reconstruit. Donc, on est dans le concret, on est dans le vrai, d'une vie de groupe, et on fait dans l'utile.
Ce sont de réelles journées de travail. Alors, il n'y a pas de jeux de société, pas de télévision, mais des ordinateurs pour travailler et des réunions ou des ateliers pour organiser le travail. Le club est un sas en vue de se réinsérer dans la vie sociale et, si possible, la vie professionnelle. Alors, j'ai participé rapidement à plusieurs activités du club qui m'intéressaient, qui m'attiraient et qui me tenaient à cœur. Les statistiques. Bien que littéraire, moi, ça m'a toujours intéressé. Donc, je me suis impliquée dans ce domaine en mettant en place un outil de suivi de fréquentation du club par les membres. Compter le nombre de membres qui venaient chaque jour. C'est utile parce que ça m'a obligée à créer un outil. Ça entretient un petit peu la créativité intellectuelle. Ça m'a remis en fonctionnement intellectuel. J'étais pas comme ça devant ma télévision à spéculer. J'étais dans le vrai. C'était utile parce que ça m'a permis de m'adapter en plus à une mise à jour des outils bureautiques qui avaient été installés dans mon entreprise pendant mon absence. Et du coup, je pu franchir ce palier bureautique. C'est un détail, mais très concret et qui est vraiment très, très utile. Et puis, c'est utile pour le club qui a besoin de savoir quel est le niveau de fréquentation du club dans sa stratégie de développement. Et puis, pour l'anecdote, ça m'a remis en confiance aussi parce que j'ai pu apporter une valeur ajoutée à la directrice du Clubhouse. Voilà. Donc, j'ai participé avec plusieurs membres et salariés à l'élaboration de la newsletter qui paraît tous les 3-4 mois. Donc, rédaction d'articles, relecture d'articles. J'ai participé à l'atelier emploi en rencontrant des entreprises et en élaborant un questionnaire emploi à l'attention des membres pour tenir à jour une sorte de CV Tech. Je me suis impliquée dans la gestion de la boîte mail et ça n'a pas toujours été très simple parce qu'un jour, nous avons une de nos marraines écrivaines célèbres en France qui a participé à une émission de télévision du dimanche avec un large public. Et le lendemain, nous avons eu énormément de mails de gens sollicitant l'envie, enfin demandant soumettant l'envie d'intégrer le club, et c'était parfois des témoignages très poignants de parents qui étaient démunis face à leurs enfants et qui cherchaient une solution. Et là aussi, c'était confronté au concret, gérer la boîte mail, la communication du Clubhouse. Voilà. Ah oui, quand même. Donc on est dans le concret, pragmatisme. On utilise aussi les moindres compétences des membres. Il y a un cours d'anglais qui est animé par un Américain. Il y a un atelier d'écriture animé par une membre qui est passionnée d'écriture. Il y a un atelier droits et démarches par un membre qui a des compétences énormes dans ce domaine. Et vis-à-vis de l'administration française, ce n'est pas forcément anodin. Donc moi, alors je vous ai parlé de la cuisine, alors c'est vrai que c'est un lieu intéressant et important. Je ne m'y suis pas beaucoup impliquée, mais quand même un petit peu, en faisant des petites tâches, parce qu'il n'y a pas de petites tâches inutiles. Mettre la table, le couvert, débarrasser, tenir aussi l'hygiène du lieu est important. Donc il n'y a pas de petites tâches, il n'y a pas des tâches intellectuelles et des tâches prosaïques, tout est important. Et donc ce qui a été aussi important, c'est que dans le club, j'ai rencontré des gens formidables, avec des parcours et d'une richesse incroyable. Et ce sont devenus des gens importants pour moi. Et donc j'ai repris goût aux relations et aux échanges avec les autres et me sens reconnue dans un groupe. Et chaque membre est devenu important pour moi. Au club, on discute, on dialogue, on propose dans la bienveillance, qui est le maître mot, et on est dans le respect de l'autre. Donc j'ai appris à me réouvrir aux autres, j'ai appris petit à petit à assumer ce que j'étais et digérer les épreuves et les épisodes les plus douloureux de ma vie. Au club, on s'entraide, on s'épaule et on se soutient.
Le club est un vrai lieu de vivre. On peut se heurter, c'est pas toujours évident, hein, c'est une vie de groupe, mais toujours dans le respect. Et on rigole aussi beaucoup. On traverse des moments difficiles, mais on profite au maximum de nos moments ensemble dans la bonne humeur. Avec nos vies cabossées, on apprend beaucoup l'autodérision et l'humour. Le club n'est pas un cocon préservé, il est ouvert sur l'extérieur. Les entreprises, les associations viennent nous visiter régulièrement, des bénévoles aussi, des scientifiques, des médecins. Donc ce n'est pas un lieu préservé mais qui reste ouvert sur le monde. Voilà, le club m'a fait un bien extraordinaire. En mars 2013, après 1 an et demi d'arrêt maladie, j'ai retrouvé le travail. J'ai repris mon travail dans mon entreprise, d'abord à 50% et maintenant 80%. Donc 4 jours par semaine, je travaille. Le vendredi où je ne travaille pas, je continue de venir au club parce que c'est encore important pour moi. Je concentre maintenant mes activités au club sur ce qui m'intéresse et ce qui peut apporter quelque chose au groupe. Parce que ça aussi c'est important, donc la sensibilisation, la veille. Et voilà, j'essaie de conjuguer les choses, maintenir mon rétablissement, le renforcer dans le groupe, en faisant pour moi et pour le club. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup d'avoir introduit cette présentation du Clubhouse en entrant directement dans le sujet et dans le vrai. Merci beaucoup Fabienne d'avoir joué le jeu de cet exercice qui n'est pas forcément évident et qui demande beaucoup de travail. Donc je te suis très reconnaissante. Moi je vais essayer de vous parler du Clubhouse plus dans sa façon de fonctionner et ses principes d'action, donc ça va être beaucoup moins drôle, mais je vais essayer de vous donner le cadre d'exercice de notre établissement. Et pour ceux qui étaient là lors de la présentation précédente, vous allez voir qu'il y a une belle continuité avec le travail qui se fait au Canada. Donc il y aura de la redite, mais aussi des choses dites avec un autre accent, mais dans le même esprit, la même philosophie. Merci aux organisateurs de nous permettre de partager cette expérience. L'enjeu en France, c'est vraiment celui de la question de la réinsertion socio-professionnelle de personnes qui vivent avec des troubles psychiques handicapants. Il faut que vous sachiez que l'on compte 2 millions de personnes concernées par une maladie grave et près d'1 million qui sont handicapées par leurs troubles, c'est-à-dire que ça entraîne une perte d'autonomie dans leur vie quotidienne. La question qui se pose pour toutes ces personnes, c'est comment prévenir le risque majeur lié au handicap psychique qui est celui de la désinsertion sociale, professionnelle et emportant avec elle les risques de précarité. Dans cet état d'esprit et au regard de cette préoccupation, nous avons cherché des initiatives à l'étranger qui travaillaient sur cette réinsertion, et nous avons identifié le modèle Clubhouse dont vous avez peut-être entendu parler. Et lorsqu'on parle des Clubhouse, en fait, on s'aperçoit que l'on revient de nombreuses années en arrière, où le premier Clubhouse est né aux États-Unis à la fin des années 40, début des années 50, à partir d'une association de patients de l'hôpital psychiatrique de New York qui se retrouvaient dans une communauté conviviale et d'entraide qui les a aidés à ne pas rechuter et à ne pas retourner à l'hôpital. Petit à petit, cette association a été suivie par les soignants et les travailleurs sociaux qui se sont dit mais qu'est-ce qui se passe pour que les personnes rechutent moins et reviennent moins à l'hôpital, et ont découvert cette association et qui s'est petit à petit structurée, organisée et développée. Aujourd'hui, on compte 330 clubhouses dans le monde, sur les 5 continents, de la Corée en passant par l'Afrique du Sud, la Scandinavie et beaucoup les États-Unis et un peu le Canada. Ce qui nous intéressait, c'était de se dire, il nous semble qu'il y a une expérience qui a fait ses preuves et qui vraisemblablement pourrait être une des réponses
à ces problématiques d'insertion sociale et professionnelle, notamment parce que les clubhouses dans le monde ont une efficacité en termes de prévention des rechutes, en termes de retour à l'hôpital, mais aussi en termes de réinsertion sociale et professionnelle, mais Clémence vous en parlera beaucoup mieux que moi après. En France, nous avons donc ouvert le premier Clubhouse en novembre 2011 avec une association que l'on a appelée Clubhouse France, avec toute la difficulté que le nom comporte, mais on s'inscrit dans une communauté internationale de Clubhouse. Il nous semblait important de s'appuyer sur cette expérience internationale. Aujourd'hui, nous sommes soutenus à 80%, les chiffres changent un petit peu, 80-85% de fonds privés et 15% de fonds publics. Nous souhaiterions arriver à un équilibre 50-50 avec toutes les difficultés que l'on a en ce moment à trouver des fonds publics. Il faut savoir que le Clubhouse ne s'est pas fait à l'initiative d'un seul homme ou d'un petit groupe, mais bien dans une logique de partenariat, de coopération avec le soin, l'hôpital et les médecins, mais aussi avec les institutions et avec les acteurs économiques. Il nous semblait très important de ne pas se déconnecter de ces acteurs-là pour à la fois répondre à la problématique de rétablissement et aussi répondre à la problématique d'insertion professionnelle. Aujourd'hui, il y a une petite centaine de membres au Clubhouse, un directeur et 3 salariés que nous appelons des salariés, des chargés de cogestion. Vous allez comprendre pourquoi après. Les 3 grands objectifs du Clubhouse, c'est tout d'abord sortir de l'isolement avec la problématique majeure du handicap psychique qui est le handicap se situe vraiment dans cette problématique d'isolement, de repli, et finalement de se dire, une fois que l'on est stabilisé, que la maladie, on connaît sa maladie et que l'on se soigne, finalement on n'a fait qu'un bout du chemin. À quoi ça sert de se soigner et parfois de prendre des traitements lourds si c'est pour rester chez soi, seul et sans travail. Donc l'idée c'était vraiment de créer un lieu de convivialité mais aussi d'entraide, c'est-à-dire le soutien entre pairs. Et donc il y a un énorme travail qui est fait entre les membres du Clubhouse pour prendre des nouvelles de ceux qui éventuellement rechutent, retournent à l'hôpital ou n'arrivent pas à sortir de chez eux. Le deuxième objectif, c'est l'insertion sociale et professionnelle. Je vous le disais, le soin n'a de sens que s'il est en cohérence avec un projet de vie, avec un projet de citoyenneté. La maladie n'est pas une identité. Et donc, il s'agit de reconstruire ce projet de citoyenneté, et cela passe par différents niveaux. Tout d'abord, la cogestion. Fabienne parlait tout à l'heure de faire la cuisine, de faire les statistiques, de répondre au téléphone. Tout cela est géré par les membres du Clubhouse, qui d'ailleurs ne s'appellent pas des bénéficiaires, mais bien des membres. Ils sont tout autant responsables que les salariés de la bonne gestion du lieu, au quotidien. Il y a également un accompagnement qui est proposé, tout à fait dans le même esprit que l'association Accessible, c'est-à-dire non pas expliquer aux personnes de quoi elles sont capables ou quel pourrait être leur métier de demain, mais plutôt de leur dire de quoi tu as envie, de quoi tu te sens capable et comment je peux t'aider pour aller vers ce projet-là et qu'est-ce qu'il faudrait que l'on mette en place ensemble pour atteindre tes objectifs. Et troisièmement, l'animation d'un réseau de partenaires. C'est extrêmement important. Le Clubhouse est un lieu ouvert. Plus il y a de visiteurs qui viennent au Clubhouse, plus nous rencontrons des entreprises, des médecins, des élus, plus nous luttons contre la stigmatisation et plus nous nous nourrissons aussi de leurs expériences et nous nous ouvrons aussi sur le monde. On parle souvent des représentations négatives que la société a à l'égard des personnes, mais il y a aussi des représentations négatives que l'on a en tant que personne vis-à-vis notamment du monde de l'entreprise, des politiques ou des médecins. Et le troisième point qui est lutter contre la stigmatisation, c'est-à-dire mener des actions de sensibilisation. Donc nous allons dans les entreprises sensibiliser des salariés, des dirigeants à la problématique des troubles psychiques et surtout à ce message.
on peut travailler lorsque l'on a des troubles psychiques. 6 principes d'action. Un lieu non médicalisé, on en a parlé tout à l'heure. Prendre en compte la personne dans sa globalité. On ne s'intéresse pas à elle que sur l'aspect professionnel, que sur l'aspect logement, que sur l'aspect accès aux droits, mais bien quel est le projet de vie global de la personne. Les principes d'empowerment, c'est-à-dire mettre les personnes dans une position de décider pour elles. Ça commence tous les jours par « je décide de venir au club ou pas ». Chacun est libre de venir. Il choisit de venir et ensuite il choisit la mission qu'il va remplir dans la journée, dans la matinée. Faire ensemble et expérimenter, Fabienne a très bien dit, être dans le faire. C'est-à-dire qu'on apprend, on se met à jour, on réapprend à être dans le lien en étant avec des personnes. Et enfin, se centrer sur l'activité et le travail, non pas forcément le CDI à temps plein, mais bien l'idée de participer à une œuvre collective. Donc ça peut être du bénévolat, ça peut être des stages, ça peut être des missions courtes, mais se sentir utile à la société nous semble essentiel pour se rétablir. L'aspect innovant du fonctionnement du Clubhouse, je vais dire à peu près la même chose mais avec d'autres mots, c'est bien d'être dans la cogestion et d'impliquer les personnes, tout en étant attentif aux projets individuels de chacun, avec des partenaires et la sensibilisation. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire que l'on est dans un lieu du pré-travail et que c'est en étant dans ce lieu de bienveillance et en se mettant dans l'action que l'on retrouve confiance en soi, que l'on se reconstruit une identité de citoyen, que l'on redécouvre ses compétences et que donc on peut se projeter dans de nouveaux projets, de nouvelles envies et de nouvelles actions. Je vous ai juste fait pour terminer, un petit résumé d'une semaine au Clubhouse pour vous donner une idée de la façon dont ça fonctionne. Tous les jours, il y a 2 réunions, une le matin, une l'après-midi, où on liste les tâches à faire et chacun se porte volontaire pour réaliser telle tâche. Donc ça va être aussi bien répondre au téléphone qu'écrire la newsletter ou bien rendre visite à des membres qui sont hospitalisés et que l'on n'aurait pas vu depuis plusieurs jours. Ça permet d'avoir une grande diversité de champs d'action et que chacun puisse se retrouver, trouver sa place au moment où il en est par rapport à ses troubles et par rapport à ses compétences et ses possibilités du jour. Et il n'y a pas de jugement de valeur par rapport à ça. On n'est pas engagé pour une journée, on est engagé dans l'instant présent et c'est, dernier point pour terminer, on devient membre du Clubhouse à vie et c'est parce que l'on est membre à vie que on peut en repartir. C'est parce que l'on sait que s'il se passe quelque chose, on va pouvoir revenir au Clubhouse. Donc on nous avait beaucoup dit, mais il ne va pas y avoir de place, vous allez prendre 100 personnes, et puis voilà, vous resterez avec 100 personnes, et puis d'ailleurs c'est tellement confortable, personne n'en partira jamais. Et pas du tout, c'est au contraire parce qu'on sait que le Clubhouse sera toujours là, que l'on peut oser des projets professionnels et retrouver une autonomie qui n'avait pas forcément été envisagée auparavant. Je vous remercie. Bonjour à tous. Bon, ça va être un peu plus rapide que prévu parce qu'en fait, on n'a plus que 3 minutes normalement. Non. C'était jusqu'à 15. C'est pas grave. Allez-y. Ok. Alors. 10 minutes. 10 minutes quand même, c'est bon ? Ok. Donc, je m'appelle Clémence Batin, je suis doctorante en psychologie clinique à l'Université de Paris-Ouest Nanterre La Défense. Et je suis donc chargée d'évaluation au Clubhouse Paris. Alors, je vais essayer de faire quand même un peu plus court. Donc, je vais vous présenter rapidement quelques recherches qui ont été effectuées sur les Clubhouse, donc des recherches principalement américaines. Et ensuite, je vais vous présenter le projet de recherche qu'on a mis en place au Clubhouse Paris. Alors, donc, plusieurs études ont démontré les effets positifs des Clubhouse au niveau de l'emploi, puisqu'effectivement, on a
parfois, pas dans tous les clubhouse, mais les meilleurs chiffres vont jusqu'à 60% des membres qui retrouvent un emploi. Très souvent, c'est effectivement des études américaines qui comparent le modèle de réhabilitation psychosociale Clubhouse avec d'autres services de réhabilitation et qui montrent également que les membres des Clubhouse travaillent plus longtemps et sont mieux payés que dans d'autres services de réhabilitation psychosociale. Au niveau de la qualité de vie, il y a aussi plusieurs études qui montrent que les membres des Clubhouse présentent une meilleure qualité de vie que des usagers d'autres services de soins ou de services de réhabilitation psychosociale. Et concernant l'empowerment, donc la reprise de pouvoir sur sa vie, on observe une augmentation du niveau d'empowerment chez les membres des Clubhouse. Alors, donc, notre recherche au Clubhouse Paris. Donc l'objectif principal finalement de cette recherche, qui est plutôt une étude exploratoire, parce qu'on est conscient des limites que cette recherche présente, puisque on a mis en place ce projet très rapidement après l'ouverture du Clubhouse. Il y a beaucoup de biais, mais voilà, on est plus dans une logique d'étude exploratoire pour mettre en place un projet plus tard qui soit plus solide. Et donc l'objectif principal finalement, c'est d'objectiver l'apport du Clubhouse dans le rétablissement des personnes. Comment le Clubhouse agit sur les personnes? Quel impact il a sur les personnes? Est-ce qu'elles évoluent? Et on espère. Et si oui, de quelle manière? Sur quelles variables précises? Donc on a mis en place ce qu'on appelle une recherche-action, c'est-à-dire que les membres du Clubhouse ont participé avec nous à la construction du projet de recherche. On n'intervient pas, j'interviens pas de l'extérieur, je suis salarié du Clubhouse et je travaille avec les membres pour construire le projet. Donc au départ, on a mis en place le projet il y a 1 an et demi, on a fait plusieurs réunions, des comités de pilotage, où on a réfléchi ensemble autour des variables à évaluer, des variables qui correspondraient le plus à la notion de rétablissement, quel questionnaire choisir. On a construit la grille d'entretien ensemble sur les thématiques à évaluer. Donc là, finalement, on est encore dans une démarche d'empowerment. Les personnes reprennent un pouvoir sur quelque chose qui les concerne quand même directement au départ. Donc la recherche se décline sous 2 axes, 2 approches. Une approche quantitative et une approche qualitative. Alors, c'est une étude longitudinale avec 3 temps de rencontres sur 18 mois. Et à chaque rencontre, j'effectue un bilan avec des questionnaires, donc des questionnaires qui évaluent la qualité de vie, le sentiment d'efficacité personnelle, l'estime de soi, la symptomatologie, la réinsertion sociale et professionnelle, les aptitudes psychosociales, etc. Et en parallèle, j'effectue aussi des entretiens pour l'approche qualitative, dans lesquels j'ai suivi pour les premiers entretiens à T0, donc il y a maintenant quelques mois, j'ai suivi une grille d'entretien, celle dont je vous parlais il y a quelques minutes, qu'on a construit avec les membres, qui se décline sous 4 thématiques: le parcours de soins, le parcours professionnel, le soutien que la personne a reçu, donc le soutien de la famille, le soutien des proches, le soutien des professionnels de la santé, le soutien dans la recherche d'emploi, etc. Et l'expérience Clubhouse. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter donc les résultats de ces entretiens que j'ai effectués il y a quelques mois avec 25 personnes. Donc les résultats ne sont pas encore complètement analysés, c'est encore discutable, mais on constate quand même des tendances assez marquées. D'ailleurs, j'en profite au passage, si quelqu'un connaît Atlasty, le logiciel d'analyse de données qualitatives, je veux bien un petit coup de main. Voilà. Merci. Alors, donc, la description de l'échantillon, donc 68% d'hommes et 32% de femmes. L'âge moyen de l'échantillon est de 41,8 ans. Les diagnostics, 44% de personnes vivent avec des troubles bipolaires, 36% vivent avec des troubles schizophréniques et 20% avec des troubles dépressifs sévères. C'est des pourcentages qui correspondent à la population globale du Clubhouse. Ensuite, les 25 sujets ont été hospitalisés à un moment donné dans leur parcours de vie. Au niveau de la situation professionnelle, 68% des sujets sont sans emploi, 28% ont une activité professionnelle et l'ont trouvée après leur insertion, leur entrée au Clubhouse,
et 4% sont en formation. Alors, au niveau de l'analyse de contenu, 4 personnes sur 5 citent le soutien apporté par le Clubhouse et expliquent ce soutien à travers les notions de bienveillance, de possibilité d'avancer à son rythme, d'être écouté et la disponibilité du staff. On a un peu plus de 3 personnes sur 5 qui citent la possibilité de pouvoir recréer des liens sociaux et de rompre l'isolement. Les personnes qui ne citent pas cet aspect-là ne sont pas des personnes qui regrettent de ne pas avoir trouvé un lien social, mais des personnes plutôt qui ont un tissu social déjà assez développé dans leur vie personnelle et qui ne viennent pas au Clubhouse pour recréer du lien, plutôt avec l'idée de retrouver un emploi. Et plus de la moitié de l'échantillon évoque la possibilité de retrouver un sentiment d'utilité grâce à des activités significatives et un fonctionnement unique, ce dont Claire vous parlait tout à l'heure, la cogestion et le partage des tâches. Alors, ces 3 caractéristiques sont décrites par les membres, par les sujets, vraiment comme des variables qui permettent d'atteindre leur établissement et qui sont assez spécifiques selon elles et selon leur expérience du Clubhouse. Disons qu'elles ont trouvé, elles ont pu accéder au soutien, à la possibilité de pouvoir recréer des liens, etc., de manière différente au Clubhouse que dans d'autres structures de soins qu'elles avaient fréquentées auparavant. Ensuite, on a 2 personnes sur 5 qui ont fréquenté dans leur parcours de soins un hôpital de jour ou un CATTP et 64% qui expriment un avis négatif, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, du fait de l'aspect trop médicalisé des structures de soins, du fait de stagner, en tout cas de regretter de ne pas évoluer pendant plusieurs années. On m'a beaucoup parlé aussi d'infantilisation, c'est un terme qui a été employé aussi ce matin. Voilà, les personnes regrettent finalement de ne pas être assez écoutées dans leur projet. Donc quasi la totalité de l'échantillon, 22 personnes sur 25, évoquent la nette différence entre le Clubhouse et les structures psychiatriques. Et cette différence est expliquée par justement l'aspect novateur dont on a beaucoup parlé, donc la cogestion, le partage des tâches, le fait que le Clubhouse soit géré par les membres en priorité, et par l'aspect non médicalisé qui permet de pouvoir justement, qui permet aux personnes de plus être dans cette posture de patient, de malade qu'elles connaissent souvent depuis très très longtemps, et de pouvoir retrouver une place de citoyen finalement. Au club, au fur et à mesure du temps, elles retrouvent une place dans une communauté, puis petit à petit, ça s'élargit à la société de manière plus globale. Pour conclure, la non-médicalisation, la cogestion, le partage des tâches, l'entraide, le regard différent qui est porté aux personnes, l'empowerment, la réinsertion professionnelle, tous ces termes-là que vous avez entendus tout au long de notre intervention, sont décrits par les membres comme une nouveauté en France. Et vraiment, on veut quand même insister sur cela parce que c'est effectivement ce qui crée l'originalité et ce qui est recherché visiblement. Si, participation des personnes elles-mêmes à leur programme, je pense que c'est un élément tout à fait important, intéressant. Et vous venez de conclure aussi en disant ce n'est pas ça ou ça, c'est ça et ça. Je pense que c'est la richesse en tout cas de faire émerger du terrain toutes les bonnes pratiques et de les mettre ensemble et de penser, comme M. Charbonneau a dit, que toute personne en problématique doit être au bon moment à la bonne place. C'est un peu ça, la réorganisation des systèmes, en tout cas, que nous essayons de mettre en place dans divers pays européens pour l'instant. C'est complexe, parce que ça met de côté l'intérêt institutionnel au profit des besoins des personnes, et ça, les professionnels ne sont pas prêts à ça, ils ne sont pas habitués. Voilà, quelques questions, j'imagine, quelques réactions. Nous avons... Allez, on a commencé un petit peu en retard, c'est la pause café, on ne sera pas les premiers à prendre le café, mais ce n'est pas grave, il y en aura pour tout le monde. Je vous en prie. Merci beaucoup, c'était intéressant. J'espère qu'il y aura possibilité de connaître mieux. Il a un site, oui, d'accord. La question est tout simple. Quel est le lien
où est-ce que vous situez entre le web et le CAPTP que vous n'aimez pas? Qu'est-ce que vous, et quel lien vous enchaînez quand même, vous devez, parce que ça existe dans le 19e arrondissement. Tout à fait, c'est une très bonne question, merci beaucoup. Vraiment, c'est la même philosophie que les groupes d'entraide mutuelle. Je ne sais pas s'il y a des équivalents au Luxembourg, mais ce sont vraiment des lieux justement d'entraide très libres dans la vie des quartiers pour que les personnes puissent se retrouver et sortir de l'isolement, mais qui sont beaucoup tournés vers les loisirs. Et comme le disait Fabienne, donc Clubhouse, il n'y a pas de société, on ne vient pas pour être dans le loisir au Clubhouse, on vient vraiment pour apporter, même si c'est pour 10 minutes, mais à partir du moment où on vient, c'est pour travailler dans le Clubhouse. Donc ça peut être répondre pendant 10 minutes au téléphone, mais par contre, on ne vient pas pour jouer, pour simplement aller au cinéma ou simplement discuter. Il faut discuter bien sûr, mais le point d'accroche, c'est vraiment d'être dans le faire. C'est pas un passe-temps le Clubhouse, c'est vraiment de se mettre dans l'action. Et je crois que c'est vraiment la grande différence avec les groupes d'entraide mutuelle. Et on a des liens parce que, évidemment, on essaye de discuter avec toutes les associations et notamment le quartier. Et puis il y a beaucoup de gens qui en fait vont dans un groupe d'entraide mutuelle pour toute leur vie de loisirs et viennent au Clubhouse vraiment sur une partie projet de réinsertion avec une autre différence, excusez-moi, c'est qu'on attend des personnes qu'elles disent qu'elles ont envie de faire. Et on les met face à leurs envies et leurs objectifs. L'objectif, ça peut être de dire, moi, mon objectif, c'est de réussir à venir un matin par semaine à 10 heures. Il n'y a pas de jugement de valeur. Mais par contre, c'est de mettre la personne dans une posture où on lui demande de dire, voilà, quel est ton objectif personnel? Ce n'est pas du tout le cas dans les gènes, où on est plus sur un lieu de loisir. Merci. Il y a une question encore là-bas, peut-être, oui. Ça fonctionne? Juste une petite chose, j'ai une question, mais avant, c'est vrai que les groupes d'entraide mutuelle, je pense que des projets viennent aussi, émanent aussi des adhérents qui participent, et c'est eux qui sont porteurs, et c'est eux qui mettent en place, même s'ils sont soutenus, tout comme au Clubhouse. Moi, j'aurais une petite question à poser, c'est par rapport à la dynamique que vous avez mis en place, le Clubhouse. Aujourd'hui, vous avez une centaine de membres. Au départ, c'était, je ne pense pas le cas forcément tout de suite. Comment ça s'est passé pour maintenir une dynamique au niveau du groupe, puisqu'on est quand même sur des actions professionnelles, et je pense que c'est pas du tout la même chose que de partir sur des activités plus ludiques. Tout à fait. C'est une excellente question parce que cette notion de groupe et de taille du groupe est décisive. C'est-à-dire, si le Clubhouse est trop petit, il n'y a pas assez d'énergie, de nouvelles idées, et c'est parce que le groupe va avoir une taille suffisamment grande que chacun va pouvoir impulser, donner des idées, il va y avoir une émulation. Et si le groupe est trop grand, on ne se connaît pas assez. Or, le club fonctionne aussi dans cette idée de qualité du lien, de bienveillance et donc de proximité. Il faut savoir quand même qu'on est aujourd'hui, depuis l'ouverture, on freine des cas de fer parce qu'on a des listes d'attente qui ne diminuent jamais. On n'arrive pas du tout à absorber la demande, car effectivement on est tourné vers l'emploi, mais c'est l'emploi au sens très large. Il y a des personnes qui ne retravailleront jamais au club, et c'est pas ça l'objectif. Par contre, de les aider à dire voilà, comment tu t'inscris dans la société et de quelle manière tu contribues à apporter ta petite pierre à l'édifice, là la question se pose en permanence. Donc on est plutôt dans une problématique de se dire comment on fait pour accueillir et pour répondre à toutes les demandes que l'on a, plutôt que de chercher les personnes, et on essaye de grandir très progressivement en fait. On accueille tous les mois 2 nouveaux membres, mais pas plus, pour qu'il y ait vraiment cette place pour le groupe qui s'installe et une qualité du lien. Alors une dernière question, ou commentaire. Bon, je voulais savoir comment on devient membre du Clubhouse.
Et comment, voilà, tout à l'heure vous avez parlé vous avez dit que vous aviez participé à une journée candidat. Et j'ai vu que dans votre calendrier, votre agenda, semainier, il y avait une commission d'admission. Donc voilà, je voulais savoir un petit peu comment ça se passait. Et effectivement, est-ce qu'il y a un nombre limite de personnes, enfin, comment vous arrivez à gérer ça, quoi. Petit micro. Alors, il y a plusieurs parcours. Il y en a qui ont connu ça par d'autres structures médico-sociales. Moi, je l'ai connu dans mon entreprise. Il y en a qui ont connu ça par un médecin. Après, il y a eu le bouche à oreille. Ce qui est fondamental, c'est d'inscrire ça dans une grande motivation. Quand c'est des parents, par exemple, qui s'adressent au club en disant « oui, j'aimerais bien que mon fils, ma fille fasse partie du club », on insiste essentiellement sur le fait que la démarche doit venir de la personne. Et donc, on invite les personnes intéressées à écrire un mail succinct. Il ne s'agit pas de rédiger une lettre de motivation, mais quand même d'indiquer le projet, et un projet minimum et les intentions et les motivations de la personne pour venir au club. Et après, effectivement, il y a un processus d'intégration, si je peux dire. Il y a la journée découverte, il y a la porte ouverte, il y a la journée candidat, où là, il y a 10 candidats qui sont reçus, et on leur présente le club au cours de l'après-midi, de 3 heures. À l'issue de cet après-midi candidat, les candidats disent bah oui, je veux continuer ou pas. Et pour ceux qui veulent continuer, on les inscrit sur une journée découverte. Donc ils viennent à 1 ou 2 en général sur une journée découverte les semaines qui suivent. Et après, c'est un parcours l'intégration se fait des deux côtés. C'est au membre de sentir si ça leur correspond, et c'est aussi à l'équipe et aux autres membres d'évaluer si le candidat est en mesure effectivement de bien s'inscrire dans le cadre de fonctionnement du club. Bon, c'est dans la souplesse, hein, on n'est pas non plus, il n'y a pas toute une série de critères, mais on est des checklists. Un petit commentaire du docteur pour terminer. Oui, il y a des conditions à remplir d'âge, il faut aussi garantir qu'il y a un suivi médical, il faut avoir la lettre du spécialiste, du psychiatre, il y a effectivement un certain nombre de documents. On en parlait tout à l'heure, c'est un vrai critère de ne pas être dans le déni de sa pathologie, de ne pas être dans le déni, avoir un psychiatre qui accepte qu'on l'appelle si on a besoin. Et puis signer les standards, et les règles de vie du club. Je faisais référence à l'ISEC, c'est pas du tout ça, c'est juste très souvent des règles basiques de bon savoir-vivre en groupe et de respect des uns, des autres, de soi-même et la bienveillance dans le groupe. Bien voilà, je pense qu'on va remercier encore l'équipe du Clubhouse de Paris. Certainement pointer aussi le témoignage et le message en tout cas d'espoir, de rétablissement. Merci en tout cas pour votre expérience, merci pour votre créativité. On va aller au café, on continuera encore la journée. Bonne fin d'après-midi.